Patrice Ganor, Bonjour. vous êtes à la fois enseignant et écrivain et vous venez d'écrire un livre, de publier un livre qui est La révolte anglophone et cette liberté de prison et d'exil. Euh, Première chose que je voudrais dire, je salue vraiment la qualité du travail qui a été fourni parce que c'est pas tous les jours qu'on a une contribution de ce genre sur une crise qui est en cours dans notre pays au Cameroun. Et donc je voulais déjà saluer le fait que ce livre soit publié et que vous l'ayez autant documenté qu'il l'est dans sa forme actuelle. Merci beaucoup. Maintenant les questions, parce que je suis quand même là pour vous poser Voilà. quelques questions. Allons-y. Euh, Pourquoi vous parlez de révolte anglophone? Parce qu'au Cameroun, tout le monde dit la crise anglophone. C'est le terme générique qui est Mhm. utilisé pour parler de la situation dans les deux provinces anglophones du Cameroun. Euh, Actuellement, déjà, ce n'est plus une révolte, c'est une guerre contre les anglophones. En fait, c'est une guerre civile. Et donc, ça évolue si rapidement, ça évolue très vite, ça prend des dimensions qui sont immaîtrisables, disons. Mais avant, c'était ce qu'on appellerait peut-être, ce qu'on appelait le problème anglophone. Et il y en a qui disaient d'ailleurs qu'il n'y a pas de problème anglophone, ça on se souvient. Et je dirais que ensuite, il y a eu plus ou moins, et même dans cette combinaison-là, il y a eu ce que j'appelle la dissidence anglophone. Parce que le Cameroun demeure quand même le pays, le seul en Afrique, dont l'opposition formelle s'exprime en anglais. C'est-à-dire le SDF, John Fundi, et le candidat d'ailleurs du SDF, Oshi, c'est un anglophone. Donc c'est un des rares pays où, politiquement même, le parti au pouvoir se présente et son opposition est anglophone. Donc on a cette situation extraordinaire. La révolte exprime ce dynamisme-là d'une crise, d'un conflit, d'une dissidence, d'une rébellion, d'une guerre. Du moins, ce parcours camerounais dans un dialogue difficile avec sa partie anglophone. Vous êtes écrivain et donc je sais que les mots ont de l'importance pour vous. Quel est le mot qui serait le plus approprié pour qualifier cette situation? Est-ce que c'est celui de révolte que vous avez utilisé pour le titre? Est-ce que c'est celui de crise qui est communément utilisé ou alors celui de guerre, comme vous l'avez dit il y a Non, quelques actuellement, instants? c'est une guerre civile. Actuellement, c'est une guerre civile. C'est la deuxième guerre civile camerounaise. C'est une guerre civile. C'est une guerre. Paul Biya a fait une déclaration de guerre le 30 novembre 2017. On le prend comme acte, on le prend comme fait. Il a fait une déclaration de guerre contre une partie du peuple camerounais, c'est-à-dire contre le peuple camerounais, contre le peuple qu'il est supposé présider. Et là, c'est dans une guerre civile. Maintenant, parlons du contenu du livre. L'un des titres par lesquels vous commencez est La guerre contre les anglophones du Cameroun, expliquée à mes frères francophones d'Afrique. Pourquoi faire le choix d'expliquer cette crise aux francophones d'Afrique et pas au peuple camerounais, à la nation camerounaise? Oui, parce que je veux fondamentalement prendre le monde à témoin. Et je commence par les Africains. Je veux prendre tout le monde à témoin pour que les gens sachent ce qui se passe au Cameroun. Et avant même d'y arriver, j'aimerais préciser que la déclaration de guerre au Cameroun, le 30 novembre 2017, a eu lieu dans une situation extraordinaire, c'est-à-dire le 30 septembre 2017 déjà. Issa Tiroma, le ministre de la Communication du Cameroun, de Paul Biya, donc le porte-parole du gouvernement, était allé dans toutes les chaînes de télévision, dans tous les médias, pour leur dire que s'il donnait la parole à un amazonien, la chaîne de télévision serait fermée. Comme quoi c'était une situation de, pas seulement de censure, mais de Précisons qu'un fermeture. ambazonien, c'est un ressortissant de deux provinces Voilà. d'expression anglaise du Cameroun. Qui a pris fait et cause pour l'indépendance de celle-ci. Et donc, voilà un point de vue qui automatiquement est exclu du débat national, c'est-à-dire qu'il est rendu souterrain. Et en même temps, les leaders modérés de la contestation, ce qui était encore la contestation anglophone, étaient arrêtés et mis en prison. La conséquence étant évidemment pour ceux qui ont été libérés, qui ne pouvaient plus s'exprimer, qui ont été libérés entre-temps, n'est-ce pas, qui ne pouvaient plus s'exprimer, et pour ceux qui ont été maintenus en prison, qui ont été condamnés, comme quoi ils ont perdu leurs droits citoyens. Et dans ces conditions-là, il est impossible de parler comme quoi la question a été cloisonnée, elle est frappée d'un forclos. Je voulais déjà que les Africains comprennent ce qui se passe au Cameroun, c'est-à-dire voir que ceux qui vivent cette crise-là au jour le jour, non pas le droit de parole, non pas la liberté de parole. Et peut-être il faut ajouter là-dessus, parce que c'est le point de vue que moi j'ai de l'extérieur, que tous les anglophones qui sont à l'extérieur du Cameroun et qui veulent venir au Cameroun n'ont pas
le droit d'entrer au Cameroun. C'est-à-dire que la police des frontières leur donne ce qu'on appelle interdiction d'entrer sur le territoire national. Et ils gèrent ça au niveau privé, parce que lorsqu'on vous empêche d'entrer au Cameroun pour soit enterrer quelqu'un qui est mort, pour rendre visite à votre famille, vous gérez ça individuellement. Donc je voulais prendre les Africains à témoin pour leur dire, voici le Cameroun qui s'est fermé du monde. Voilà. Mais aussi autre chose au niveau intellectuel, ce que je voulais expliquer aux Africains, peut-être ça intéresserait les Camerounais, c'est qu'ils comprennent que ce qui se passe au Cameroun s'est passé dans presque tous les pays d'Afrique et se passera aussi dans leur propre pays. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'Afrique en général est fondée sur une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a un tabou. Bien, il n'y a pas d'Africain qui soit pour la colonisation. En fait, nous sommes instinctivement contre la colonisation. Tous les Africains, à 100%. Personne n'aime la colonisation. Personne n'aime la colonisation, mais tous les Africains veulent le respect des frontières héritées de la colonisation. C'est le principe même Voilà. Fondateur de l'Union africaine. Voilà. Comme quoi nous sommes instinctivement contre la colonisation, mais nous voulons le respect de la colonisation. Et c'est ça justement ce que j'appellerais le problème anglophone. C'est-à-dire qu'ils sont au cœur du tabou colonial. Et donc je voulais expliquer aux Africains que ben voilà, nous avons une situation qui a déjà eu lieu en Éthiopie, qui a eu lieu au Soudan et qui a eu lieu au Cameroun, où les Africains comprennent, n'est-ce pas, que les contradictions qui sont liées au fait colonial devraient être résolues à un certain moment dans le respect de la vie des Africains eux-mêmes. Et si un État ne respecte pas la vie des Africains eux-mêmes, alors cet État a perdu son droit d'exister. Ce n'est pas le tabou colonial qui lui donne l'autorisation d'exister, mais sa capacité à respecter la vie des Africains eux-mêmes. Est-ce que vous avez l'impression que cette crise est suffisamment analysée et comprise par les Camerounais eux-mêmes? Et quand je dis les Camerounais, c'est la nation dans son ensemble. Et ce qu'on appelle les anglophones et ce qu'on appelle les francophones. Avez-vous l'impression que cette crise donne lieu à une analyse dépassionnée? Bon, je pense déjà que pour ce qui est du Cameroun, nous n'avons pas une histoire générale du Cameroun. Mais dans ce que j'appelle souvent les 4 communautés politiques camerounaises, qui sont d'une part les nordistes, les Bamileke, les, disons, Biti comme on les appelle, et les anglophones, dans les 4 communautés camerounaises, chacun a une lecture bien particulière de l'histoire camerounaise. Comme que les anglophones, à l'intérieur de leur communauté, ils ont des livres, ils ont une lecture bien particulière de ce qui leur arrive. Donc, ils connaissent très bien les particularités, les spécificités, etc. de leur propre histoire. Mais cette histoire-là circule dans leur communauté et n'est pas connue, par exemple, par les nordistes, n'est pas connue par les Bétis, n'est pas connue par les Bamileke. À qui la faute? À qui la faute? C'est parce que l'État n'a jamais eu un intérêt spécifique à enseigner l'histoire générale du Cameroun aux gens. Et là, bon, la raison là aussi est vraiment simple. C'est que l'État camerounais a été fondé par des gens qui ont commis des meurtres. C'est-à-dire, Ahidjo a quand même assassiné Oumnobe, qui est le père de la nation camerounaise, a quand même assassiné Wandie, a quand même assassiné Moumié, n'est-ce pas? Et donc, quel que soit, et Bia a condamné Ahidjo à mort, Ahidjo a été enterré au Sénégal. Comme quoi, il n'y a aucun intérêt spécifique, et je peux comprendre un parent qui ne souhaiterait pas qu'à l'école primaire, on enseigne au cours d'histoire que le président de la République a condamné Ahidjo à mort et puis a chassé sa famille. Hein? Par contumace. Voilà, bon, mais quel qu'en soit le cas, c'est une histoire horrible. Et donc, c'est difficile d'enseigner au cours d'histoire aux enfants de 14 ans, 15 ans que c'est Ahidjo qui a condamné Oumnobe et qui a été exécuté, vous voyez. Donc, avec ça, l'État se retrouve dans une situation où il est obligé de cultiver l'amnésie. Et cette amnésie-là rend impossible l'existence d'une histoire qui engloberait les 4 communautés politiques camerounaises. Donc, dans le roman national camerounais, si j'ai bien compris, il y a une spécificité anglophone à laquelle vous tenez et qui explique cette révolte actuelle. Voilà. Et cette révolte-là est d'abord l'insistance sur le côté juridique de la position anglophone à l'intérieur de l'espace camerounais. C'est-à-dire quelle est l'entrée en matière des anglophones dans l'espace politique camerounais. Cette entrée en matière est déjà fondée, je dirais, et on s'en rend compte très facilement lorsqu'on commence à lire l'histoire, est fondée sur un faux, parce qu'il n'y a pas de contrat d'union entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. C'est-à-dire que durant ce qu'on appelle souvent la conférence de Fumban, à la fin de cette conférence-là, celle qui avait donné lieu à la naissance de l'État fédéral camerounais. 61, oui. Voilà,
il n'y a pas eu un texte juridique, n'est-ce pas, qui codifierait les modalités selon lesquelles le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone vivraient ensemble. Mais il faut se rendre compte de cette stupidité, c'est-à-dire que c'est si extraordinaire qu'on n'arrive même pas à s'imaginer ça. Parce que ces deux entités étaient juridiques avant. C'est-à-dire qu'en 1884, les Allemands, lorsqu'ils ont colonisé cet espace camerounais-là, ont fondé un espace juridique. Alors on ne peut pas réunir deux espaces juridiques sans avoir un autre document juridique qui puisse spécifier les modalités de cette union-là. C'est comme si vous entrez dans cette maison-ci et vous installez vos meubles, vous dites ben, parce que je suis ici, alors j'ai le droit d'y rester. Mais non, la maison appartient à une autre personne qui a un droit d'achat. Cette personne-là a la possibilité de prendre un avocat et de vous mettre dehors. Donc c'est ce malentendu juridique déjà qui est là, comme quoi il n'y a pas de traité d'union. Alors ce que Paul Biya est en train de faire, et c'est là où on arrive sur la guerre, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il s'est sans doute rendu compte qu'il n'y a pas de texte juridique. Et il essaye donc de facto par les militaires de vaincre les anglophones pour les mettre dans une situation de soumission. Et c'est là où les anglophones disent non, ils prennent des armes. Je reprends le contenu de votre livre. Voilà. Quand vous expliquez cette crise, vous partez d'une idée très simple, c'est que le Cameroun existe parce que les Portugais lui ont donné un nom, Voilà. la rivière des crevettes. Et vous allez beaucoup plus loin, vous dites que les anglophones n'existent pas parce qu'on a eu d'un côté le Northern Cameroun qui a rejoint le Nigeria et on ne les appelle pas anglophones, ils sont nigérians. Voilà. Et ceux qui sont restés au Cameroun sont des anglophones. Voilà. Et vous trouvez que c'est une incongruité? Non, en fait, je prends une métaphore, je prends la métaphore du train, d'un wagon de train. J'ai dit, c'est une situation vraiment humaine. Il y a un wagon de train, chacun a acheté un billet pour entrer dans ce wagon de train-là. Alors, dans ce train-là, et on s'en va peut-être, je ne sais pas trop, de Yaoundé pour Douala. Alors, dans ce wagon, il y a un nombre de personnes bien précis. Imaginons qu'il y ait 6 personnes, 6 sièges. Et il y a 5 passagers. Alors, il y a un 6e passager qui s'ajoute. Ces 5 passagers avaient déjà une conversation. Ces passagers estiment qu'ils sont déjà bien installés, ils ont croisé leurs pieds, ils ont mis leurs bagages, etc. Il y en a qui ont des gros sacs, ils ont occupé tout l'espace, y compris l'espace qui était vide. Voilà le 6e passager qui arrive, il faut bien tout arranger. Chacun doit se lever, doit encore tout arranger. Les gens se mettent à grommeler parce qu'ils ne sont pas très contents. Et le nouveau passager-là ne sait pas qu'il y avait une conversation qui avait lieu entre-temps. Donc il a l'obligation de s'ajouter à cette conversation, comme quoi il arrive tard. Et c'est ce qui arrive avec les anglophones au Cameroun. Comme quoi les francophones ont eu une antériorité sur la constitution de la République du Cameroun. Ils ont d'ailleurs pris le nom de la République du Cameroun. Comme quoi toute autre chose ne serait que l'alternative à ça. Ils ont encore l'avantage d'avoir la majorité. Ce qu'ils ont donc, c'est une position hégémonique. Ça leur donne une certaine force morale, une force de diction. Et c'est ce que Ahidjo a utilisé. Comme quoi, c'est lui d'ailleurs qui a donné la constitution fédérale sur laquelle les anglophones ont fait des ajouts. Vous voyez, donc c'est une situation morale qu'il a utilisée à son avantage. Bien, les anglophones qui arrivent doivent s'adapter à ça, doivent poliment, n'est-ce pas, essayer d'arranger, de trouver leur espace. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'en 2017. Dans cette composition-là, c'est ainsi que le mariage a eu lieu. Mais dans la critique que vous faites de la gestion de la question anglophone, vous avez la dent très dure contre Paul Biya et vous semblez très tendre concernant Amadou Ahidjo. Ah, je ne suis pas tendre contre... J'essaie de présenter les faits. Oui. Parce que je crois que l'histoire... Vous donnez l'impression, je vais résumer ma pensée, vous donnez l'impression quand on vous lit que Ahidjo s'est très bien comporté avec les anglophones et c'est Biya qui a tout fait capoter, pour parler vulgairement. Oui, bon, les faits sont quand même ceux-ci, je crois, que Biya a reçu un Cameroun qui était dans un processus d'unification forcée. Et il a reçu en 1982, dans un moment où le Cameroun avait déjà une paix relative. Comme quoi, il n'y avait pas une expression formelle d'un problème anglophone en 82. Il a posé 4 actes qui sont essentiels. Et ce sont ces actes-là qui le condamnent totalement. C'est-à-dire qu'ils font, en fait, qu'il mérite une condamnation à mort pour haute trahison. Le premier acte, évidemment, c'est le changement du nom du pays. C'est-à-dire qu'il a fait le nom du pays rentrer sur ce que le Cameroun francophone uniquement avait comme nom, la République du Cameroun. Et c'est le premier crime.
la réaction par rapport à ce crime-là, c'est un texte extraordinaire de Gorgé Dinka, n'est-ce pas, le nouvel ordre, voilà, où il présente du moins la naissance de l'Amazonie comme étant une réaction par rapport à la décision de Biya de donner au Cameroun en entier le nom de sa partie francophone. La deuxième décision de Biya, évidemment, c'était de recomposer le gouvernement. Mais la recomposition du gouvernement, là, c'était en 1984, n'est-ce pas? La recomposition du gouvernement, avant le coup d'État, la recomposition du gouvernement là, avait comme conséquence l'abolition d'un certain nombre de postes. Mais celui qui avait déjà disparu, c'était celui de vice-président. Or, le vice-président, dans l'entente cordiale qui avait fait les anglophones entrer dans la conversation avec le Cameroun, voulait que, n'est-ce pas, le vice-président soit anglophone, mais aussi soit celui qui succéderait au président au cas où il y avait incapacité. Donc, on se rend compte que déjà, Ahidjo avait choisi Biya, qui est francophone, en ne respectant pas l'entente qu'il avait signée lui-même avec les anglophones. Entente verbale. Entente verbale, n'est-ce pas? C'est-à-dire gentleman's agreement. Il n'avait pas respecté ça. Voilà. On se retrouve avec une situation extraordinaire où on arrive maintenant à la troisième conséquence, qui était la restructuration même de l'État camerounais, qui fait que l'État camerounais est devenu finalement un État jacobin. Comme quoi le président se retrouve au ciel et les anglophones ne font que dégringoler. La structuration de l'État même devient centralisée. Et on se retrouve avec un État qui est une copie de la France, alors que sa fondation était fédérale. L'éradication de l'héritage fédéral aura fait que les anglophones se retrouvent avec des provinces périphériques, quand avant ils étaient des provinces au centre même du pouvoir. Et donc la quatrième découle de ça. C'est vraiment, c'est quand à un certain moment on appelle la marginalisation. C'est ce que les anglophones même appellent la francophonisation. On peut lire ça au niveau du système juridique, au niveau du système éducatif, qui sont les deux éléments où la résistance a été la plus forte, parce que le système juridique est tel qu'il ne peut tout simplement pas être francophonisé. L'exemple peut-être de la francophonisation totale serait français. Ce qui s'est passé en Alsace et en Lorraine, où finalement c'est le système français qui a devenu le système allemand, n'est-ce pas? Où les gens d'Alsace et de Lorraine qui sont allemands sont finalement français, ça veut dire qu'ils parlent français totalement. Et donc si c'est ça le but, ça veut donc dire que le système anglais serait entièrement éradiqué de ce que le Cameroun est. Et c'est donc ces quatre décisions-là que Biya a prises qui le condamnent entièrement. Mais pour partir de la base même, malgré le fait que le gentleman agreement n'ait pas été respecté, est-ce que le fait d'avoir accepté la succession telle qu'elle s'est présentée pour Paul Biya n'a pas été une façon d'accepter aussi que la crise commence? Parce que le président Ahidjo était élu sur un ticket. Il y avait un président et un vice-président qui étaient élus sur le même ticket. 70, voilà. Ce qui fait que, logiquement, si on était resté sur ce mode d'élection, il n'y aurait pas eu de succession en faveur de Paul Biya. Voilà. Il n'y aurait même pas eu de problème anglophone. C'est-à-dire que le président serait Tanemouna. Par exemple. Voilà. Qui était président de l'Assemblée nationale. Finalement. Voilà, n'est-ce pas? Et qui avant était le vice-président. Oui. Donc, avec ce scénario, on se rend compte que on retombe dans ce qui est le problème camerounais général, qui est le fait que le pouvoir soit illégitime. Mais pourquoi donc y a-t-il eu ce changement qui fait que ce ne soit plus le vice-président qui devienne président en cas de vacance de pouvoir, mais le Premier ministre? C'est la roubladise. La roubladise. Et donc, cette roubladise est fondée sur le fait que l'État francophone n'a pas seulement estimé qu'il avait raison, mais a aussi cru qu'il pouvait tromper le droit. Or, ce droit-là a cette malchance de n'avoir pas été codifié. C'est-à-dire que entre les francophones et les anglophones, en 61, il n'y a eu aucun document écrit. Il n'y a rien qui verbalise de manière juridique les conditions de réunification. Vous voulez dire que les anglophones se sont fait avoir? Les francophones aussi. Parce que Biya est obligé de mener la guerre. Parce qu'il n'y a pas de document qui lui donne une position juridique. Il n'en a pas, à part peut-être dominer l'espace anglophone avec les armes. Et c'est ça justement le problème, c'est que finalement on se rend compte qu'il est obligé de mener la guerre afin de vaincre les anglophones pour des générations et des générations. Mais ce qu'il oublie, c'est ceci. C'est que lorsqu'on rentre dans l'histoire camerounaise, en 1884, les chefs Douala, etc., ont signé des accords avec les Allemands qui ont fait de tout le Cameroun une colonie. Mais
D'abord Douala, après ils ont développé sur l'intérieur du pays. Voilà. Mais les contrats que signent les parents n'engagent pas les enfants. Parce que si c'était le cas, en 1960, on ne se battrait pas pour l'indépendance. On serait encore une colonie sur la base des contrats signés par les chefs Douala. Comme quoi, les anglophones, ayant compris que la génération de leurs parents s'était fait avoir, ont repris les textes juridiques, les ont remis sur la table, ont repris même l'engagement verbal qui avait eu lieu, comme quoi le vice-président serait anglophone, et ils se sont rendus compte que toutes les positions de pouvoir ont disparu que les anglophones avaient. La position de pouvoir la plus respectable d'un anglophone, c'est le Premier ministre. Or, le Premier ministre au Cameroun, c'est un tiroir, c'est rien du tout. Je veux dire, c'est une caisse à résonance. Et les anglophones ont compris cela. Ils se sont rendus compte que même dans leur propre région, les positions de pouvoir, les juges, etc., sont occupées par les francophones. Même les policiers sont francophones, les militaires sont francophones. Ils sont camerounais d'abord. Non, il y a le respect fondamental de l'appropriation des richesses pour le bien-être de celles qui habitent cet espace-là. Parce que ça continue. Prenons le point le plus sensible, le pétrole. Le Cameroun, c'est un pays riche, on le dit très bien. Mais le pétrole est produit uniquement à Limbé, dans la zone anglophone. Cependant, je vais prendre un exemple que tout le monde devrait comprendre. Durant les contrats, en fait, durant ces discussions de Fumban, l'une des clauses était qu'il y avait l'obligation, n'est-ce pas, de s'occuper de l'enseignement. L'enseignement universitaire aussi, c'est-à-dire de créer des universités. C'était déjà en 61. De 61 à 94, le Cameroun n'a jamais créé une université dans la zone anglophone. La première université créée, c'était l'université de Boya. Donc ça fait 33 ans sans université alors qu'ils ont le pétrole là-bas. Or, nous savons tous que le pétrole camerounais a toujours été géré de manière secrète, c'est-à-dire qu'Aïd a géré le pétrole de manière secrète. Les conventions pétrolières sont signées et les bénéfices retombent automatiquement à Edoudi. Elles sont utilisées pour gérer la campagne et puis le pouvoir de Biya et de Aïdjo avant. La Sonara, la SNH, etc., elles sont occupées par des travailleurs qui sont tous de l'ethnie du président. Donc Sonara, c'est la Société nationale de raffinerie, et SNH, c'est la Société nationale des hydrocarbures. Voilà. Et donc on se rend compte que ce n'est pas possible. Ils ont le pétrole, comme la Guinée équatoriale. Et en 33 ans, ils n'ont même pas une université. Mais il y a pire que ça. C'est que avant la réunification, la classe moyenne anglophone allait se former au Nigeria. De 1961 à 1994, ils étaient obligés de continuer d'aller se former au Nigeria. Parce que ceux qui venaient au Cameroun étaient obligés de venir à l'université Yaoundé, où moi je suis allé à l'université, pour faire des études supérieures en français. Il faut se représenter cela aussi, parce que c'est une université bilingue, on dirait, même moi j'y ai été, les cours étaient faits en français. Ça veut dire qu'un enfant, nous avons tous ces enfants, qui passe le baccalauréat, d'ici on appelle, en anglais, après un cursus scolaire en anglais, se retrouve à l'université faisant des cours en français. Il va échouer. Il n'a aucune chance. Et à l'université de mon époque, il y avait un système qu'on appelait grillé. C'est-à-dire qu'après 2 années dans une faculté, si vous avez échoué, vous changez de faculté. Et je me rappelle que les anglophones changeaient de faculté tout le temps. Mais parce qu'ils grillaient tous. Mais est-ce qu'il n'y a pas un système qui permettrait, comme pour les Camerounais qui vont apprendre à étudier, par exemple, en Allemagne, pour les anglophones, d'avoir une espèce de sas par lequel ils passent pour apprendre le français et continuer leurs études en français? Ils appelaient ça formation bilingue. Moi, j'ai fait la formation bilingue, c'était une farce. Donc, en fait, j'en ris tellement parce que c'était tellement ridicule. C'est-à-dire qu'à m'imaginer, il faut se représenter ça en tant qu'être humain. Que vous venez d'un espace où il y a le pétrole. Vous avez eu une convention verbale disant que les ressources de votre espace seront utilisées pour votre propre développement. Alors, l'argent de ce pétrole est utilisé pour financer le dictateur. Ce dictateur n'a pendant 30 ans jamais donné la possibilité à votre espace de fabriquer des avocats, des médecins, des juristes, une classe moyenne. En fait, a obligé le Nigeria à le faire à sa place parce que tout l'argent là, il est utilisé pour maintenir son pouvoir. Non, c'est fondamental, c'est que c'est planifié. C'est planifié pour vous maintenir dans l'esclavage. Repartons à la racine du mal. Repartons vraiment à la racine. Qu'est-ce qui fait que, ayant obtenu un régime de la République qui est fédéral, on passe à la République unie sans que cela ne fasse de vagues?
Je pense que lorsqu'on parle des formules aussi grandes que c'est la République fédérale unie, etc., ça devient complexe, abstrait. Il faut le regarder du point de vue humain. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple des avocats. Oui, Le système anglais, c'est le common law. oui. Bien. Le Cameroun a cessé d'être une colonie allemande, une colonie en général, en 1916. Donc ça veut dire qu'une partie du Cameroun est passée dans le système français, une autre partie est passée dans le système anglais. Ce qui, depuis 1916, et nous savons bien qu'au Cameroun, l'un des premiers avocats, Douala Mangabel, c'était en 1914, il a été pendu, il était déjà avocat. Comme quoi, dès 1916, il y avait déjà des avocats camerounais. Il y avait donc des avocats anglophones qui ont été formés dans le common law en 1916. Et c'est en 2016 seulement, c'est-à-dire 100 ans après, que la question du respect du common law se pose à l'État camerounais. C'est-à-dire que malgré les ressources pétrolières, l'État camerounais n'a même pas eu la volonté de former systématiquement des avocats du common law. Et les conséquences continuent, on voit les NAM. C'est uniquement en 2017 qu'ils ont pensé structurer un espace qui respecte la spécificité de ceux qui veulent avoir une carrière juridique et qui suivent le common law. La conséquence, évidemment, c'est que tous ont été formés par le Nigeria. Donc, lorsqu'on parle de fédéralisme, il faut toujours le voir d'un point de vue humain. Qu'est-ce que Oui, l'État fait pour permettre le développement d'un être humain? repartons encore une fois à l'origine. Même s'il y a eu tromperie sur la marchandise au moment de la création de la fédération, c'est une république qui était fédérale et dans laquelle, logiquement, les spécificités étaient respectées, à la fois linguistiques, mais aussi culturelles pour les francophones et les anglophones. Qu'est-ce qui fait qu'après avoir eu ce régime dans les années 61-63, on passe en 72 à la République unie sans que cela ne fasse de vagues chez les anglophones? Ils n'ont pas protesté tant que cela, j'ai pas l'impression. Il y a deux choses qui ont lieu. La première chose, la plus importante, ce passage vers la République unie est un passage lié à la création du parti unique. En 1966, Eidjo décide donc de pas seulement interdire tous les multiples partis qui existaient au Cameroun à l'époque, n'est-ce pas, et de créer un parti unique dont il serait le président. Or, le L'Union parti nationale camerounaise, l'UNC. l'UNC. Donc, or, le parti unique ne peut pas, ne peut pas cohabiter avec la fédération. C'est une impossibilité structurelle. Il est obligé d'amalgamer. Et l'une des conséquences, c'est évidemment qu'il efface tout ce qui restait des vestiges de la fédération. Et lorsqu'on voit même les positions administratives, on se rend compte que Tanemouna, de vice-président qu'il était en 70 sur le ticket, devient ministre des Postes. C'est extraordinaire, c'est une chute extraordinaire. Il devient ministre des Postes et de l'énergie. Donc au moins on le maintient à côté du pétrole, parce qu'on vient de découvrir le pétrole là, qui est géré de manière secrète. Comme quoi il a peut-être des retombées pétrolières, on ne sait pas. Mais il demeure que le fédéralisme ne peut pas cohabiter avec ça. La deuxième chose, c'est que les années 70, c'était des années de violence. Wandji venait d'être exécuté, l'UPC était en train d'être liquidé, sinon venait d'être liquidé. Donc il a structuré son pouvoir. En 70, il était au sommet de son pouvoir. Il n'y avait plus d'opposition. L'anglophone qui pouvait verbaliser une opposition, Tanemouna était ministre des Postes, c'est-à-dire le plus structurellement installé. Mais il y avait John Foncha quand même. Oui, John Foncha peut-être, mais à la fin on se rend compte que lui-même quittait, donc il était silencieux. Et donc avec ça, la consolidation de la tyrannie, des pouvoirs exceptionnels, rendait impossible une protestation sur la base du maintien du fédéralisme. Donc, il n'y a aucune dissidence qui soit possible lorsqu'on est entièrement mort. Et donc, je crois que durant cette période-là, les anglophones ont compris que la chose la plus intelligente à faire, c'était d'abord de survivre. C'est ce qu'ils ont fait. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils avaient quand même gagné quelque chose à ce qu'on passe de la République fédérale à la République unie? Parce que si ça ne les arrangeait pas, la crise aurait commencé à ce moment-là, en 72. Je ne pense pas qu'on gagne quoi que ce soit à avoir... Parce que lorsqu'on pose souvent la question de gagner, même de culture, spécificité, on ne la voit pas de manière humaine. C'est-à-dire qu'il faut toujours se représenter comme ça, qu'on a un enfant qui s'en va à l'école
Et tous nos enfants ne vont pas à l'école traditionnelle. Hein. Nos enfants ne vont pas faire les traditions de nos grands-parents au village. Ça va à l'école formelle, on a le BEPC, le baccalauréat, et ça va à l'université et on continue. Donc c'est un peu ça la vie. Gagner, ça veut dire qu'après ça, on a un poste et puis on a une famille. On est payé également. Parce Voilà. qu'il faut voir aussi que dans les administrations fédérales, on était mieux payé dans la partie francophone que dans la partie anglophone. Voilà. Et donc, en faisant la République unie, on harmonisait voilà. au niveau des salaires des fonctionnaires. Mais j'ai mentionné quelque chose d'essentiel là, c'est Oui. que pour être fonctionnaire, il faut déjà au moins avoir le baccalauréat et de plus en plus avoir une formation universitaire. Or, de 1961 à 1994, il n'y avait pas d'université anglophone. Ça veut donc dire que ces fonctionnaires anglophones-là étaient formés par le Nigeria. Et même Harmony Boga, etc., presque tous sont formés par le Nigeria, etc., et puis reviennent au Cameroun. Comme quoi le Cameroun avait comme principe que l'anglophone ne devait pas avoir une formation au-dessus du baccalauréat. Donc c'est la décision de maintenir les anglophones dans l'esclavage qui a été prise. Aller même déjà au Nigeria pour se faire former, c'était un acte de dissidence. Déjà, il faut comprendre ce minimal-là. Et c'est de quoi on parle. Donc, harmoniser n'est possible que si l'autre côté a eu la possibilité, sur la base de ses richesses, n'est-ce pas, de se mettre au niveau formel, où il est possible pour lui ou bien pour elle, n'est-ce pas, d'avoir un dialogue franc. On veut des avocats qui se parlent, donc il faut que de l'autre côté, il y ait des gens qui, après le GCE, aient eu accès à des écoles de droit. Or, s'il n'y a pas de faculté de droit, ça veut dire qu'ils vont aller où? Ils vont aller en exil, ils vont aller bien sûr dans la diaspora. Et c'est ce qui se passe. Donc lorsqu'on parle de profiter de cette harmonisation, on oublie que le Niger nous a rendu un service que le Cameroun a refusé aux anglophones. Parlons maintenant de la réunification, de ce qui s'est passé après la réunification. Vous dites quelque chose qui est très important dans le livre, c'est que au-delà du fait que l'on soit anglophone ou francophone, ce qui nous ancre encore dans la réalité coloniale, même si on en est sorti, les anglophones et les francophones sont des deux côtés du fleuve Mungo. Ouais. Et que ce sont les mêmes personnes en fin de compte. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette revendication linguistique d'ordre colonial devient un problème au niveau de l'identité nationale et du roman national? Évidemment, c'est que nous sommes certes un même peuple et on ne devrait cependant pas oublier que l'État a été inventé par la colonisation. Nous sommes une même famille, mais l'État dans lequel nous vivons est la codification juridique de notre vivre ensemble. Ce sont les Blancs qui nous ont donné ça. Et on peut vouloir tout ce que nous voulons, tout ce que nous disons, c'est-à-dire panafricanisme, etc. Mais aucun d'entre nous ne veut vivre dans un espace sans État. Donc si nous acceptons l'existence de cet État-là, nous revenons plus ou moins sur la métaphore que j'ai donnée au début du train. C'est-à-dire que nous sommes tous passagers d'un train qui a été construit par une autre personne. Mais les Français ont subi la même chose. Les Italiens ont subi la même chose. Ils ont un État qui a été constitué par d'autres, voilà. Dont ils ont hérité, et sur la base duquel ils essaient de vivre ensemble et de constituer et de faire nation. Voilà. Aujourd'hui, on a des crises au Cameroun, en France, en Espagne, liées à ces questions d'identité. Pourtant, ça n'empêche pas de construire une Union européenne qui fasse la jonction de toutes ces spécificités régionales. Évidemment. Mais le problème est le suivant, c'est que toutes les fois, en fait, l'État africain, l'État que nous ont légué les Européens, cet État-là qui s'appelle le Cameroun, et qui est ce train dans lequel nous sommes tous entrés, les anglophones ayant rejoint le wagon un peu plus tard, devrait comprendre qu'un État qui ne respecte pas la vie d'une personne cesse d'avoir le droit d'exister. C'est-à-dire que quelle que soit la beauté de son idéologie, panafricanisme, Union européenne, etc., au moment où l'Allemagne s'était retournée contre une partie de sa population, les Juifs, à ce moment-là, l'Allemagne a cessé d'avoir le droit d'exister. L'Allemagne a été vaincue par la guerre. Et donc, c'est sur la base de cette défaite-là qu'on a reconstitué un nouvel État en Allemagne. De même, avec le Cameroun, nous voyons des images extraordinaires de l'État camerounais qui envoie des soldats spécifiquement tuer une partie de sa population. C'est-à-dire que les chars du Cameroun, les avions ne sont jamais utilisés contre les terroristes. Vous comparez ce qui se passe dans la situation en zone anglophone avec la situation des Juifs dans l'Allemagne Évidemment, parce qu'il y a un génocide qui est en train d'avoir lieu au Cameroun.
Génocide, c'est quoi? Le terme est C'est, fort, il est très évidemment, fort. c'est l'utilisation intentionnelle des structures de l'État, de manière générale, contre une partie spécifique de la population. Et comment? C'est pas une prise de position idéologique que vous êtes en Non, train non, 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 d'exprimer. non, non, c'est une prise de position factuelle, c'est une description factuelle. Il suffit de voir, de prendre la liste de ceux qui sont tués. On se rend compte qu'ils ne sont qu'anglophones. On pourra bien, l'État va dire qu'il y a des soldats qui sont tués, mais ce sont les soldats qui ont des fusils pour venir tuer. Donc, on prend la liste des victimes. On aurait bien pu dire, durant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats allemands sont aussi morts. Non, c'est eux qui tuaient. Donc, on prend la liste des victimes. C'est des milliers. Ce ne sont que des anglophones. En fait, ce serait un miracle si on voyait un francophone dans cette liste-là. Alors, on se posait la question, comment est-ce que ça a eu lieu? Mais l'autre question est la suivante. Quand vous prenez des étrangers également, j'ai entendu parler de ce Tunisien qui a été tué, par exemple, dans la partie anglophone. Il n'a pas un lien direct avec... Bon, lui, il avait été, je crois, il avait été kidnappé, etc. C'est dans cette circonstance-là. Nous parlons des morts liées au conflit immédiat. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de savoir comment est-ce que l'armée camerounaise fait pour établir la distinction entre le francophone et l'anglophone, étant donné que tous les anglophones, en fait, presque tous sont bilingues, parlent français. C'est-à-dire qu'il y a un test au faciès, à la langue, au langage, au mouvement que les soldats font. Ou bien, autre chose, les soldats ne sont que francophones, c'est-à-dire ne viennent que d'une partie du Cameroun qui est totalement francophone, de telle sorte qu'ils n'ont aucune attache culturelle avec ceux qui sont en train de tuer. Et là, dans ces deux scénarios-là, il y a d'une part l'intentionnalité qui est manifestée, c'est-à-dire l'intentionnalité qui se lie dans le fait qu'il y ait des critères spécifiques pour distinguer qui est anglophone. Et qu'il y a bien sûr l'autorisation d'arrêter ceux-là ou de tuer ceux qui résistent. Donc là, c'est clairement la machine, c'est-à-dire c'est le dispositif génocidaire qui est mis en place. Cela, il faut toujours se le savoir parce que le génocide arrive très rapidement. Il arrive lorsque les gens sont distraits. Il arrive lorsque les gens ne font pas attention aux petits détails qui, en fait, lorsqu'on les accumule, du moins nous mettent devant une masse uniforme. Cette masse uniforme, c'est quoi? On entre en prison, on voit qui sont les prisonniers anglophones, ou bien qui sont les prisonniers qui sont arrêtés. Dans ce conflit-là, il n'y a pas de francophones. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrêtent dans des gens, ils libèrent les francophones, parce qu'ils font des rafles. Et j'imagine que lorsqu'ils font des rafles systématiques dans les villages, ils arrêtent tout le monde. Et nous savons que dans cette région-là, il y en a pas seulement des anglophones qui sont bilingues, il y a des anglophones qui ont épousé des francophones, etc., etc. Et il y a bien sûr des francophones qui y vivent. Comment se fait-il donc que parmi ceux qui sont tués, il n'y a que d'anglophones? Ça, c'est une question. Ça veut donc dire qu'il y a une intentionnalité qui est exprimée au ministère de la Défense, au ministère de l'AT, de choisir dans cette masse qui est raflée uniquement des anglophones et de les exécuter. C'est ça le problème. Vous vous êtes beaucoup intéressé à la crise anglophone. Je le disais, le livre est très documenté. Mais quand vous comparez la situation dans les deux provinces anglophones du Cameroun, les deux régions anglophones du Cameroun, avec ce qui s'est passé par exemple en Espagne, où il y a également une question identitaire qui s'est posée, est-ce qu'il y a un parallèle qui peut être fait aussi bien dans la manifestation de la crise que dans la manière dont elle est gérée? Je ne pense pas, beaucoup croient qu'il y a un parallèle, mais je ne pense pas parce que les manifestations, mais aussi les causes surtout sont différentes. Parce que ce que nous avons au Cameroun doit se battre contre une mauvaise description. Parce que lorsqu'on présente des gens comme étant sécessionnistes, etc., là, ou bien terroristes, il y a un problème. Parce que, comme j'ai dit, il y a un État qui était structurellement indépendant. C'est-à-dire dont l'indépendance était déjà acquise dans le principe, avec des États comme les États-Unis qui avaient voté pour en 1961. Donc il y a une résolution de l'ONU qui sanctifie cela. Nous avons un État qui avait une administration, n'est-ce pas, qui avait un Premier ministre, qui avait un gouvernement, qui avait déjà fait des élections, c'est-à-dire qu'il y avait une manière de fonctionner, qui avait une tradition, qui avait des écoles, bref, qui avait une tradition coloniale, qui avait un centre d'intérêt qui était Lagos, qui a décidé volontairement, par le choix de son élite, n'est-ce pas, de se rejoindre plutôt au Cameroun. Donc nous avons la réunion de deux États, ce qui n'est pas le cas là-bas en Corse. Peut-être les Corses ont une autre histoire, je ne sais pas trop si c'était un État avant, mais pour ce qui concerne le Cameroun, le Southern Cameroun, nous avons un État qui était là, mais un État à qui l'ONU n'a pas fait, pour qui l'ONU n'a pas fait ce qu'il a fait pour tous les autres pays africains. Parce que tous les autres pays africains, tous les autres États africains, les populations ont eu le droit de vote sur le choix, voulez-vous être indépendant, oui ou non.
C'est la La même Guinée. question qui leur a été posée. Non, au Un peu contraire. comme au niveau des Non, au Comores, avec contraire. Mayotte aussi. Non, au contraire. La Guinée, par exemple, historiquement, nous savons que Sékou Touré a fait sa population voter non et a obtenu l'indépendance. Les anglophones n'ont pas eu ce choix. Leur choix était, voulez-vous vous joindre au Cameroun francophone ou bien vous joindre au Nigeria? C'est le seul pays, c'est le seul État africain qui a eu ce choix biaisé. Comme quoi l'ONU qui, depuis 1916, avait la même mise sur ces anciennes colonies allemandes, leur a donné un faux choix. Leur a donné une injustice, les a mis devant une situation qui fondamentalement était injuste. Et comment on répare cela aujourd'hui? Eh bien, on les fait voter pour l'indépendance. C'est-à-dire qu'on les fait décider, on leur donne voix sur cette question-là que tout Africain a eu. Mais C'est au niveau du Cameroun, aujourd'hui, il y a un processus de décentralisation qui est une forme de réponse à ces revendications Ce sont des pertes des de deux temps. régions anglophones. Ce sont des pertes de temps. En fait, c'est trop tard parce que la gestion du pétrole a eu lieu depuis 1970 de manière secrète. La gestion du pétrole, c'est ce qui finance le pouvoir. La gestion du pétrole est gérée à partir d'études. Les entreprises pétrolières sont entièrement aux mains de la tribu au pouvoir. Donc, les questions de décentralisation ne sont que des cache-sexes devant cette question juridique qui est fondamentale, comme quoi il n'y a pas eu un acte d'union formel qui spécifie les conditions de la relation entre un État et un État. Et de manière injuste, l'État anglophone en 1961 n'a pas eu droit au vote que tous les États africains, c'est-à-dire que tous les 53 États africains ont eu. Comme quoi, voulez-vous l'indépendance, oui ou non? Mais c'est que dans l'air du temps, ça ne pouvait pas passer non plus. Les Marocains ont à peu près le même problème avec le Sahara occidental. On a le même problème au niveau des Comores qui s'est posé. On aurait pu aller plus loin, voire même au niveau de l'île Maurice, où on a eu à peu près les mêmes problèmes en termes d'indépendance. Mais aujourd'hui, il y a un roman national qui s'est écrit. Qu'est-ce qu'on en fait? On le brûle ou on continue d'écrire de nouvelles Bon, pages? déjà, je ne sais pas s'il y a un roman national qui s'est écrit, parce que j'ai dit au départ que les 4 communautés politiques camerounaises, les nordistes, les bamileke, les anglophones et puis les bétis, ont chacune à l'intérieur d'elles leur propre roman, mais que l'État national lui-même est frappé d'amnésie parce que ceux qui le dirigent sont illégitimes, et l'illégitimité de Biya est liée déjà au fait que son choix comme président a exclu Tanemouna, n'est-ce pas, ou bien même Fancha, alors que c'était inscrit déjà dans l'entente cordiale de 1961. Donc à cause de l'absence d'un roman national, on ne peut pas dire que, et même à côté de ça, la présence à l'intérieur du Cameroun d'un État dans l'État qui est l'État anglophone, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose qui soit passé entre-temps. Parce que cela se vit au quotidien. Cela se vit totalement pour ceux d'entre nous qui vivons dans la diaspora, en Allemagne, aux États-Unis, au Nigeria, en Afrique du Sud, etc. Nous savons que nous avons 2 Camerouns. Nous savons que les anglophones et les francophones ne vivent pas ensemble, ne font rien ensemble, ne travaillent pas ensemble, sont dans 2 communautés séparées. Comme quoi il n'y a pas à l'extérieur du Cameroun, et à l'intérieur du Cameroun on s'en rend compte également, et puis je vais y revenir, il n'y a pas d'association qui fasse que les Camerounais anglophones et les Camerounais francophones, pendant tout le temps depuis la réunification, aient eu l'idée même d'être ensemble pour faire quelque chose. N'est-ce pas? Mais on se rend compte que c'est fabriqué par l'État camerounais parce que, par exemple, pour ceux d'entre nous qui sont allés à l'école francophone, je n'ai jamais lu un livre durant tout mon cursus écrit par un anglophone. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que de la CIL jusqu'à la maîtrise, je n'ai jamais eu en classe un livre sur la table écrit par un anglophone, alors que j'ai eu tellement de livres écrits par des francophones. Et l'inverse a lieu également. Peut-être parce que ces livres n'ont pas été traduits, simplement. Est-ce qu'on a besoin de traduire? Parce que si l'État se disait bilingue, ce serait naturel, n'est-ce pas, que ces livres-là puissent être lus en anglais, par exemple. Je parle de romans, je parle de poésie, n'est-ce pas? Nous avons récité Victor Hugo, Baudelaire, des choses comme ça, mais nous n'avons jamais récité un seul poème écrit par un anglophone, même en traduction. Non, c'est vrai que même dans nos livres, pour étudier l'anglais, on est tous camerounais. On prenait les livres du Nigeria. Les textes venaient du Nigeria. Du Nigeria, c'est vrai. Je me rappelle encore, nous avons appris l'anglais avec Babalola, etc. Oui. Alors que nous avions à côté... Les Pandretians.
Alors, c'est vraiment extraordinaire la criminalité de cet État. Donc, avec ça, je ne pense pas qu'on puisse parler vraiment d'un roman national. Et c'est ce point de vue, je crois quand même que c'est trop tard. Mais est-ce que cela ne vient pas, est-ce que ce n'est pas la conséquence de cette politique qui a été pratiquée depuis les indépendances, enfin depuis l'indépendance du Cameroun jusqu'à maintenant, qui était celle de l'équilibre régional et qui fait qu'on avait alloué certains postes à certaines communautés et que cette politique est restée figée pendant de nombreuses années? Oui, mais avec ce que je viens de décrire, la présence, par exemple, du pétrole qui finance le pouvoir en place, qui finance d'abord Aïdjo et puis qui finance bien la présence de ce pétrole, même Bakassi, qui sont tous en zone anglophone. Et puis on ne parle vraiment toujours que du pétrole qui est exploité sur la côte, parce qu'il faut également parler de celui qui est exploité offshore, oui. N'est-ce pas? Parce que là, alors, ça disparaît dans les archives européennes, occidentales. Hein, et tout ça, du moins, le versant de cela, c'est l'appauvrissement de la région anglophone qui, une fois de plus, n'a pas d'institution, n'avait pas jusqu'en 1994 d'institution pour former des cadres d'une classe moyenne anglophone. Et donc avec ça, je ne crois pas vraiment qu'on puisse parler c'est-à-dire vraiment d'un vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, ce n'est pas, comme on dit souvent au Cameroun, se marier, avoir des enfants, etc. Parce que nous savons très bien que les Allemands et puis les Français se marient, ont des enfants, mais ça ne veut pas dire que l'Allemagne et puis la France soient un État. Et je veux dire, les Français épousent des Camerounais, et les Camerounaises épousent des Français, mais ça ne veut pas dire que le Cameroun est encore une colonie de la France. Non, nous parlons des situations d'État. Nous parlons du vivre ensemble de deux États. Cette structuration-là a été rendue impossible. Ce vivre ensemble-là est fabriqué dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on fabrique des citoyens par l'éducation en leur donnant dans des cours, en leur donnant, dans leur formation, en leur donnant, dans les structures que l'on met à côté d'eux, la possibilité, n'est-ce pas, de se transformer pour des bébés qu'ils étaient, pour devenir des citoyens du futur. Mais cela, le Cameroun n'a pas été capable de le faire. Je voudrais revenir sur ma question. Est-ce que la politique d'équilibre régional, c'est pas ce que les anglophones en réalité demandent aujourd'hui au Cameroun? Parce que cela a permis de faire un certain équilibre à l'intérieur des parties, de la partie francophone. Mais est-ce que le problème aujourd'hui, c'est que les anglophones n'en ont pas bénéficié? Est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je suis en train de dire qu'on arrive trop tard là. Parce que si c'est le Nigeria qui a formé les anglophones... Non, j'entends bien, oui, mais je veux dire... Oui, mais là, c'est important. Oui. Mais là, c'est important parce que si l'État camerounais, n'est-ce pas, a rendu impossible la formation des anglophones, ils arrivent étant déjà handicapés. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec l'obligation d'être aidés. Nous sommes en train de dire la même chose. Évidemment. Je suis en train de dire qu'il y a eu une politique d'équilibre régional, c'est-à-dire une espèce de discrimination positive qui a profité aux francophones, aux différentes ethnies qui parlent français au Cameroun, mais que cette politique-là n'a pas profité aux anglophones. Oui, est-ce que finalement, ils ne sont pas en train de dire, nous aussi on existe et on a besoin d'avoir une espèce de correction dans le système qui nous permet de trouver notre place au sein de la communauté? Je pense que si j'exprime totalement ce que... on va se comprendre mieux. Je suis en train de dire que les anglophones ne veulent pas de la politique d'équilibre régional parce qu'ils estiment que structurellement, ils ont été handicapés. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aider, ils ont décidé de prendre entre leurs propres mains leur destin. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de se structurer eux-mêmes. Parce que si on laissait aux anglophones la possibilité de se structurer eux-mêmes, ils seraient la locomotive de l'histoire camerounaise. Ils le sont déjà. Vous voyez cette image que vous avez choisie? Voilà. C'est une catapulte. Voilà. N'est-ce pas? Ça, c'est une image de combat. Ça, c'est rudimentaire, n'est-ce pas? Mais imaginons, par exemple, nous vivons sur une terre où le français est minoritaire, où l'anglais est hégémonique, où l'anglais a les meilleures universités de la terre, où vraiment, qui parle anglais se retrouve en Chine, en Corée, en Amérique latine, etc., domine tout. C'est le langage des affaires. Voilà, c'est le langage de l'argent, de l'informatique, etc. etc. Oui. On se retrouve dans une situation où nous avons 30% de notre population et nous leur disons que le pari que nous vous donnons, c'est de vous aider parce que vous êtes un peu comme, je ne veux pas les insulter, comme les pygmées, n'est-ce pas? Non, ils disent que maintenant, nous sommes dominants. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est d'avoir les structures qui nous permettraient de nous exprimer sur la base de ce que nous avons et nous savons que ce que nous avons est dominant. Je peux me prendre un autre exemple. Ce qu'ils ont et qui domine, c'est la langue. Je ne parle même pas seulement de la langue, je parle de structure. C'est-à-dire, si on prend l'informatique, si on prend tout simplement l'informatique, la présence des États-Unis, de l'Angleterre, etc., ce sont des pays dominants. Laissons tomber la langue, parlons uniquement des structures. Prenons même le Nigeria qui est voisin. C'est la première économie
d'Afrique. Et c'est le Actuellement, premier partenaire économique du Cameroun aussi. voilà. Cependant, ça passe par la zone anglophone. C'est le premier partenaire économique du Cameroun à cause des anglophones. Parce qu'ils sont pratiquement la courroie de transmission avec la zone francophone. Je vous ai présenté cette image parce Voilà. que c'est une image de combat. Mhm. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le combat des anglophones au Cameroun devrait être un combat pour la sécession, pour l'indépendance? Je dis déjà que le combat des anglophones, c'est pour la restauration de leur État. Pour rester à l'intérieur du Pour Cameroun? pour la restauration de leur État. Et C'est-à-dire? cette restauration a pour conséquence l'indépendance. C'est-à-dire que si peut-être il y a 6 mois, j'avais une lecture biaisée Oui. de la volonté des anglophones en général, je peux dire que maintenant, à 100%, il n'y a même pas de doute là-dessus, les anglophones veulent l'indépendance. Il y a peut-être une différence d'approche. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tatillons devant l'utilisation des armes. Il y en Et a vous les quelques-uns. encouragez à utiliser les armes? Il y a quelques-uns qui sont... Bon, moi, je pense fondamentalement que toute personne qui est dans une situation minoritaire n'a pas seulement le droit d'exprimer son point de vue, mais aussi d'utiliser les armes qui permettent à ce point de vue-là de s'exprimer au cas où l'État l'opprime. Donc, je n'ai rien contre l'utilisation des armes, rien du tout. Mais vous savez très bien que des initiatives de ce type-là ont déjà eu lieu sur le continent africain. Le Soudan du Sud, l'Érythrée. Aujourd'hui, on a le Sahara occidental qui est en grande difficulté avec le Maroc. On a le nord du Mali qui est à peu près dans la même situation. Et ce ne sont pas des situations dont on peut dire que l'issue a été heureuse. Bon, on peut retourner le fait et puis dire c'est très triste si on enseignait à nos enfants à accepter la soumission. Ce serait très triste si on enseignait à nos enfants à accepter l'injustice. Entre refuser l'injustice ou la soumission et exiger une sécession, il y a quand même il y a une grande frontière. Je n'utilise pas le mot sécession, je parle du mot restauration, je parle du mot indépendance, n'est-ce pas? Donc, sécession, c'est le Cameroun. Mais s'ils sont indépendants, ils font un État indépendant à part, détaché du Cameroun actuel. Le droit à l'autodétermination, c'est un droit humain. Et c'est inscrit dans les principes de l'ONU. Parlons-en de l'ONU. Oui. Parce que le Cameroun était une colonie allemande et a cessé d'être une colonie en 1916. Comme que le Cameroun a été donné sous mandat et puis sous tutelle de l'ONU. Et c'est pourquoi d'ailleurs Oumyobé, Tout et même Aïdjo, etc., lorsqu'on parlait des affaires camerounaises, ils ne venaient pas à Paris, allaient plutôt à New York. Et ça veut donc dire que la question camerounaise, en fait, c'est une question internationale. Mais le principe qui régit le droit international, c'est le principe de la souveraineté. C'est-à-dire la souveraineté, n'est-ce pas, c'est l'autodétermination. Ce n'est pas l'État qui a Pourtant, c'est ce qu'on a refusé, c'est ce qu'on a refusé en Belgique, aux Wallons et aux Flamands. C'est ce qu'on refuse aux Catalans en Espagne. C'est ce qu'on refuse aux Corses en France. Voilà. Comment est-ce qu'on peut le faire au Cameroun? Les Marocains ne sont pas d'accord pour cela concernant le Sahara occidental. La situation juridique des Camerounais anglophones est claire. Il n'y a pas de contrat d'union entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Là, s'ajoute là-dessus, bien sûr, le fait que l'ONU n'a pas donné la possibilité à ces populations-là de s'exprimer en termes de vote pour ou contre l'indépendance. Et je crois que les Catalans, etc., viennent de voter sur ce genre de questions-là. Les anglophones n'ont jamais eu ce droit. Il faut déjà se le dire, ils n'ont jamais voté, comme tout être humain de la terre entière, sur la question de savoir s'ils veulent être indépendants, oui ou non. Donc, si on leur donne cette possibilité, on verra. Et on se rendra compte que 100% veulent être indépendants. Et vous vous situez vous-même, vous avez été au Cameroun, vous avez été dans cette partie Eh anglophone, oui. et ça s'est terminé par un emprisonnement. Bref, mais réel. En fait, chez moi, j'ai survécu parce qu'il y a des centaines d'anglophones qui sont en train d'être tués. Non, parce que vous disiez que les francophones ne vont pas en prison ou ne sont pas tués dans cette crise. Oui, je crois que l'exception quand même ne devrait pas confirmer la règle dans ce cas parce que le traitement que moi j'ai eu est lié au fait que je suis un intellectuel, je suis un écrivain. Et les écrivains ont une tradition qui, moi, m'oriente. C'est-à-dire que lorsque j'écris, lorsque je pose des actes, j'ai devant moi toujours le visage de Wole Soyinka, j'ai le visage de Victor Hugo pour faire la référence française, qui veulent que l'écrivain se place toujours du côté des minorités, se place toujours du côté des gens qui n'ont pas de voix, et exprime la voix de celle-là. Et donc, moi, ce n'est pas une question de compassion, c'est une question de principe. C'est-à-dire que écrire, c'est écouter les centaines de voix que l'on a derrière soi, les transformer dans un alphabet, dans une narration justement qui fasse sens, avec espoir que l'on aura devant soi un lecteur qui va comprendre. Mais au Cameroun, évidemment, il y a très peu de gens qui comprennent au niveau de l'État et qui veulent empêcher l'expression de l'écrivain, qui veulent interdire la liberté d'expression. Et c'est cette particularité-là qui fait que j'ai été arrêté, j'ai été mis en prison, j'ai été expulsé du Cameroun, je suis maintenant en exil.
Et ça ne veut pas dire que je ne me définisse pas comme écrivain. Ma position est celle d'un écrivain. Et lorsqu'on rentre d'ailleurs dans la tradition de la littérature africaine, on se rendra compte que pour ce qui est du Maroc, n'est-ce pas, avec la République arabe sahraoui, le Clésio, il a un passeport de la République arabe sahraoui, n'est-ce pas, pour le Biafra, Tino Achebe était un ministre du Biafra. Wole Soyinka est allé en prison pendant de nombreuses années à cause du Biafra, à cause de son soutien pour le Biafra. Donc, pour ce qui concerne les écrivains africains, je suis totalement assis dans cette tradition-là. Je vais même prendre le Cameroun. Mongo Betty est celui qui a publié le premier, déjà en 1985, le texte fondateur de l'Ambazonie, texte écrit par Gorgi Dinka, n'est-ce pas? C'est Mongo Betty qui a publié ce texte, qu'il a fait traduire en français. Et donc, ce texte que d'ailleurs très peu de gens connaissent, mais c'est le texte dans lequel, pour la première fois, le mot Ambazonie a été écrit. Et ça veut dire quoi? Vous l'expliquez dans le livre, mais oui, je voudrais non, que ça vous veut dire l'exprimiez. dans la zone d'en bas. L'insulte quand même, c'est qu'il faudrait que les Camerounais commencent à comprendre que c'est honteux de s'appeler une crevette. Donc nous sommes quand même un pays qui mérite mieux que ça, et qui mérite d'avoir un nom qui reflète qui nous sommes. Et donc Cameroun, c'est un mot portugais, comme nous savons, qui veut dire justement crevette. Et ça ne veut rien dire d'autre. J'ai toujours eu cette honte personnelle qui veut que je n'ai jamais compris que des gens aussi brillants comme Yobé n'aient jamais eu l'idée de donner un nom plus intelligent que celui de Cameroun à cet espace-là pour lequel ils se battaient. N'est-ce pas? Et ils ont même fait la bêtise beaucoup plus grande parce que Oum a choisi Cameroun avec K, Cameroun en allemand, alors qu'il ne parlait pas allemand. Mais Ambazonie, c'est la zone d'en bas, n'est-ce pas? Et il y a d'ailleurs même cette danse-là, l'Ambas B, et donc ça se réfère avec Saleh John, etc. Ça se réfère à cette région-là. C'est un nom typiquement camerounais. Vous avez une filiation sur le plan littéraire, et vous l'expliquez très bien en introduction du livre, qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que vous revendiquez à la fois du sultan Joya, oui. vous revendiquez de Mongo Betty, Voilà. et vous vous situez aujourd'hui dans cette lignée d'écrivains. Qu'est-ce que vous trouvez de commun entre le travail que vous faites aujourd'hui et celui que ses pairs spirituels ou en écriture ont fait comme travail avant vous? L'écrivain a cette particularité de pouvoir choisir ses parents. Donc, dans une tradition littéraire qui est très vaste, l'écrivain choisit, voici mes parents, et puis je me situe par rapport à cela. Ce qui n'a pas lieu lorsqu'on naît, parce qu'on ne choisit pas ses parents, on est né, on est accouché par eux. Donc, moi, je me suis choisi une tradition littéraire qui, non pas seulement écrit en écoutant le peuple, c'est-à-dire pour ce qui est de Njoya, et la composition de son Sangam en 1908, qui est le premier livre camerounais vraiment, et même de ses autres livres, il les a composés en écoutant, en se faisant raconter des histoires. Et donc c'est la concaténation de ces histoires-là qui a fabriqué un document de 500 pages à peu près, qu'il a écrit. Même l'invention de son écriture est fondée sur des rêves collectifs qu'il a transformés de manière formelle pour écrire quelque chose. Avec Mongo Betty, je viens de mentionner le fait qu'il ait publié un texte fondateur de l'Ambazonie, et il était basé en France. Donc on aurait bien pu dire qu'il n'a rien à voir avec ça. En 1985, on ne posait pas encore de manière publique la question du problème anglophone, mais Mongo Betty a été en avance là-dessus parce qu'il écoutait les Camerounais, il écoutait les anglophones. Et Mongo Betty d'ailleurs ira beaucoup plus loin parce qu'il y a une phrase là où il dit je souhaite je souhaite avoir été anglophone, n'est-ce pas? Et puis ce sont les années 80. Donc, avec un écrivain comme ça qui écoute le peuple et qui écrit sous la dictée du peuple, on ne peut qu'avoir une écriture que moi j'appelle celle d'un concierge de la République. Et c'est cette vision de l'écrivain-là que moi j'ai, et c'est dans cette tradition-là que moi je me situe. Pour ce qui me concerne, c'est vrai, j'ai donné le nom un peu tard, mais c'est en prison vraiment que je l'ai vécu, où les anglophones m'ont vraiment pris et systématiquement commencé à me raconter leur histoire. Mais je le vivais aussi déjà avant, surtout depuis la publication de mon roman, Temps de chien, en 2001, où d'habitude les Camerounais et même les Européens viennent me voir et me racontent leur histoire. Donc je ne pense pas que l'écrivain puisse se couper de son peuple. Je pense que l'écrivain est fondamentalement au centre de son peuple et donc est le réceptacle des tragédies et des joies de son peuple qui transforme en histoire. Que pensez-vous de la manière dont la communauté internationale, africaine d'abord, et puis occidentale, regarde et vit cette crise anglophone au Cameroun? Moi, peut-être ça me permet de reculer un peu et puis de dire que je suis fondamentalement inscrit dans le respect des institutions camerounaises africaines. Et donc, c'est pourquoi, même pour la question de Biya, j'ai déposé jadis à la Cour suprême au Cameroun
une plainte contre Biya. Je suis le seul Camerounais à l'avoir fait à la Cour suprême, au Cameroun, même à Yaoundé où je suis allé, avec notaire, etc. Et puis j'ai déposé cette plainte-là. Mais avant, j'étais déjà allé à l'Assemblée nationale où j'avais fait introduire une proposition de modification de loi contre l'article 53 afin que l'Assemblée, du moins, abroge l'article 53 qui donne l'immunité totale à Biya. Donc, moi, je respecte... Au président de la République. Au président de la République, n'est-ce pas, qui est Paul aujourd'hui Biya, parce que c'est lui qui avait signé cette provision-là. Et donc, je commence toujours à Yaoundé, je commence toujours à l'intérieur des structures des États africains. Et donc, l'opinion des Africains, pour moi, est fondamentale. Elle n'est pas seulement, comme on dirait, exprimée de manière verbale, parce que je pense que l'opinion s'exprime aussi dans des espaces où la loi est faite. Et donc, je suis très content que par Agbo Bala, n'est-ce pas, l'Union africaine se soit finalement exprimée sur la question anglophone, n'est-ce pas, pour condamner l'absence de respect des droits humains dans la zone anglophone. Et comme j'ai dit, l'absence du respect de la vie, du moins, enlève à l'État son droit d'existence. Et l'opinion africaine, pour moi, est structurée. Elle commence par les États, elle commence par les structures à l'intérieur de ces États-là, et elle débouche sur le citoyen, lui-même ou bien elle-même, qui a le droit de vote, et ce droit de vote-là devrait être respecté. Et moi, je crois que c'est fondamental que cela soit respecté. En tant que concierge de la République, et vous l'avez très bien défini à la fois dans le livre et dans le fil de notre discussion, quelle issue voyez-vous à cette crise aujourd'hui? L'indépendance de l'Amazonie, la République fédérale d'Amazonie. Parce que je crois qu'il faudrait s'habituer au fait, et si l'État est incapable de reconnaître ça, la génération prochaine devrait poser cette question sur la table. Le fait qu'il n'y ait pas de contrat d'union entre les deux Cameroun, francophones et anglophones. Il n'y a pas de texte juridique. Là, c'est une erreur. Je n'arrive pas à comprendre qu'Haïti ait commis cette erreur. Parce que nous sommes des États structurés. Nous sommes, je suis professeur d'université. Je donne des notes aux étudiants, etc., qui sont formalisées. Et ces notes-là débouchent sur des carrières, etc. J'ai une maison, il y a un contrat. Je suis marié, il y a un contrat, etc. Comment s'imaginer qu'un État comme le Cameroun, et qui est une concaténation de deux États, n'ait pas un contrat qui relie ces deux? C'est une erreur catastrophique, fondamentale, qui ne peut pas être rectifiée par la guerre. Et donc, si la génération de Juifs ne peut pas résoudre ce problème, je pense que la génération d'après nous devra nécessairement réinscrire le Cameroun dans le vrai. Mais est-ce que cela passe forcément par une indépendance? Ce n'est pas un problème à une seule possibilité de solution. Moi, je pense que l'injustice qui a été commise est si grave. Parce que les Camerounais, surtout ceux qui sont au pays, ayant été cloîtrés par la censure, ne voient pas les atrocités qui sont commises. Mais est-ce que la seule issue, c'est l'indépendance de l'Amazonie? Mais il faut déjà reconnaître l'injustice structurelle. Parce que le problème, c'est comment faire de telle sorte qu'on ne tue plus des gens. Comment faire de telle sorte qu'on ne viole plus les villages, qu'on ne viole plus des mamans, etc., etc. Comment faire de telle sorte qu'il n'y ait plus un génocide. Parce que ce problème structurel-là est tel que, quelle que soit l'intelligence des populations qui viendra après, c'est leur avantage de l'opposer, afin qu'ils soient installés eux-mêmes, elles-mêmes, dans le droit. Et alors, au moment où on aura des intellectuels anglophones qui vont poser ce problème, il y aura une nouvelle crise. Et donc, afin qu'il n'y ait pas une idéologie de génocide dans le futur, il est important que cet espace-là soit reconnu juridiquement. Et sa reconnaissance ne peut vraiment qu'être dans le cadre d'une indépendance. Merci beaucoup, votre président. Je vous remercie.